à tout le monde. Même auparavant, quand tu avais, comment on appelle ça, tu avais une nourrice à la maison. La nourrice qui était là à la maison, on choisissait des femmes qui avaient la capacité de transmettre les choses aux enfants. Ce n'était pas donné à tout le monde. Il s'agissait pas simplement d'élever l'enfant et de venir lui faire à manger. Si c'est ça, tout le monde peut le faire. Mais les femmes, les premières nourrices que les personnes avaient dans les familles ou autre chose, on cherchait des femmes qui avaient la capacité de transmettre l'éducation, la ligne directrice que les parents voulaient à l'enfant. Comme il y avait en Occident, quand l'école était à la maison ou autre chose, il y avait les répétiteurs, il y avait toutes ces personnes-là, il y avait tout ce personnel qui, c'est un savoir-faire. C'est un savoir-faire. Même les enfants de bas âge là, ce n'est pas tout le monde qui sait comment, je sais pas comment vous expliquer. Il y a des femmes comme ça que quand elles portent un bébé, même si le bébé, il est un bébé qui pleure, tout ce que tu veux, elle va porter ce bébé-là. Le bébé, il est apaisé. D'un coup. Il y a des femmes comme ça. Et c'est un don, en fait. C'est un don. Donc, le mot sage-femme même n'a rien à voir médicalement parlant avec mettre un enfant au monde. Vraiment. Faut savoir pourquoi c'est la bagarre, il y a forcément une cause. C'est un savoir-faire, une compétence. Et parfois, nos enfants sont plus obéissants avec d'autres qu'avec nous. Il y a aussi ça. Les femmes, il y a des femmes qui ont un don pour élever les enfants. Bien sûr. Mais dans chaque famille, vous avez toujours une tantine comme ça. On ne sait pas comment, on dit toujours que c'est la maman des enfants. Et elle a cette capacité. Là où toi, tu vas perdre patience, tu vas dire, mais ouais, je comprends rien ou quoi? Elle va savoir lui dire, non, tu sais que, nanani. Et ça, c'est un don. Et franchement, s'il y a des femmes qui m'écoutent et que vous avez ce don-là, valorisez-le. Ne vous dites pas simplement que oui, comme vous l'avez fait avec vos enfants, ça veut dire que c'est accessible à tout le monde. J'en parle comme ça. Et les vraies éducatrices, c'est vous. Les vrais éducateurs, là, pour des pères qui savent faire ça, c'est vous. Donc, valorisez ça. Prenez le soin vraiment de créer un business autour de ça, en fait. Parfois, elle est celle qui n'a pas d'enfant, c'est ouf. Mais vraiment, oui, nos enfants sont souvent plus obéissants avec d'autres personnes que leurs parents, c'est bizarre. Et quand on n'a pas d'enfant et on a ça, c'est un don, ma chérie. C'est pas un truc qui est lié au fait d'avoir des enfants ou pas, c'est un don. Et si tu sais faire ça, propose tes services. Vous avez vu comment, à la télévision, vous avez quand même vu Super Nanny. Super Nanny, excusez-moi, mais c'est un don. Elle était sévère, hein. Oh, elle avait une autorité, elle était sévère. Super Nanny. Mais c'est un don. Et vous voyez que son don a été valorisé. Et pourtant, elle a élevé ses enfants dans un quartier, tout ce que tu veux. C'est un don. Elle était sévère. Donc, c'est pour vous dire, moi j'ai fait une vidéo sur ça, je parlais du masque de grossesse. J'ai ce don, mais on me dit que c'est parce que moi-même je suis un enfant pas cool à 31 ans. C'est peut-être pas ça en fait. Je te dis que ma chérie, c'est un don. Moi, je me rappelle à un moment donné, je cherchais une nounou. Et vu que j'ai un enfant qui est très intelligente, j'ai dit pardon, faut pas que ça soit une nounou, que son esprit est trop émotionné, hein. Parce que il faut que ça soit quelqu'un de très perspicace. Parce que j'ai une fille qui a une capacité mentale là que moi-même je sais pas. À la base, c'est le rôle de nos mamans, ça. C'est pas forcément le rôle des mamans. Il y a des femmes qui font ça. C'est le rôle des sages-femmes. Parce que si la mère, elle a été initiée à ça, elle sait le faire. Mais ce n'est pas toutes les mères, en fait, qui sont initiées à ça. Et c'est pour ça que c'est important de ne pas faire porter toute la charge, en fait, sur votre mère et de vous dire que votre mère, elle aurait dû faire ça. Parce qu'en réalité, votre mère, si elle-même n'a pas reçu ça, elle ne saura pas le transmettre. Il y en a beaucoup qui sont nés ici, leurs mères, elles n'étaient pas là. Donc, en Afrique, c'est ça, t'as les tantes, t'as plein de trucs. On t'explique les plantes que tu vas utiliser pour laver l'enfant, pour qu'il soit robuste, pour qu'il ne tombe pas malade. Il y a tellement de choses, en fait. Et aujourd'hui, la maternité, excusez-moi de vous dire ça, mais moi, je trouve qu'en Occident, la maternité, elle est vécue principalement comme un poids. Attention, je pèse mes mots. Ce n'est pas un poids pour tout le monde, mais je trouve que la maternité, elle est vécue principalement au cours de l'existence d'une femme comme un poids ou comme une prison dorée. C'est-à-dire que tu te sens bien d'avoir donné vie, mais quand tu regardes de l'autre côté tout ce que ça implique, il y a une forme de frustration légère là dans ton cœur qui se met.
Et les femmes, comme elles n'osent pas se passer pour des... Elles ne veulent pas avoir le truc qu'on leur dise, ouais, vous êtes des mauvaises mères, comme la folle qui est venue tout à l'heure me dire que oui, toi, tu pourrais ceci. Mon cher, je paye une école chère à ma fille avec moi, mon argent qui n'est pas l'argent de mon gars. Toi, tu vas venir me dire que je prends le pénis de quelqu'un pour mettre en avant. Ça, c'est les femmes, en fait, qui sont constamment en train de juger les autres femmes pour leurs manquements, parce qu'elles n'ont pas pu faire ceci ou elles n'ont pas pu faire cela. Faut connaître vos limites. Faut connaître vos limites. Je suis d'accord, mais le postpartum, je suis sûr que c'est à cause du manque de soutien. Mais justement, c'est vraiment ça. Tellement d'accord, il y a un gros fossé à ce niveau-là. Les filles, il y a des femmes, elles se sont perdues dans le moment de la grossesse. C'est dans le moment de la grossesse qu'elles se sont perdues. C'est-à-dire qu'elles ne savaient plus qui elles étaient. Et vous voyez, on éduque nos enfants dans une démarche. En tout cas, moi, l'erreur personnellement que j'ai faite au cours de l'éducation de ma fille, c'était de vouloir rattraper les erreurs de ma mère vis-à-vis de moi. Ne faites jamais ça. Parce que finalement, les conséquences que j'observe aujourd'hui, toutes ces choses-là, c'est quelque part moi qui ai créé ça. J'ai tellement fusionné avec elle que après maintenant que je ne veux plus fusionner, ça crée une forme de conflit sur le plan énergétique. Je sais pas comment vous expliquer. C'est comme si en fait j'avais moi-même créé le propre puits et ensuite maintenant je sais plus comment le remplir. Donc il y a aussi beaucoup de femmes que quand elles sont enceintes, elles projettent les blessures qu'elles ont vécues dans la grossesse en fait. Elles projettent les blessures qu'elles ont vécues quand elles étaient enfants. Oui, j'ai pas vécu ça, donc je vais donner ça à mon enfant. J'ai pas fait ceci, donc je vais donner ça. J'ai pas fait cela, donc je vais donner ça. J'ai pas reçu ça. Et en fait, ce que vous oubliez, c'est que finalement, en voulant rattraper les erreurs de vos prédécesseurs, vous êtes en train de maintenir en fait ces blessures au sein même de votre relation avec votre enfant. Tout simplement. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas la paix, comme dans mon cas de figure, et ben en fait, il n'y avait pas en fait la paix entre ma mère et moi, ben en fait, moi j'ai fusionné avec ma fille et j'ai tout fait en me disant, il faudrait jamais que j'ai un conflit avec ma fille, il faudrait jamais en fait que je me retrouve à être finalement en train de revivre la même scène et les mêmes expériences que j'ai vécues avec ma mère. Et donc du coup, sans le vouloir, j'ai moi-même emmené cette énergie-là dans la relation avec ma fille. Donc, vous devez comprendre une chose. C'est que si vous êtes enceinte ou que vous n'êtes pas enceinte, prenez, en tout cas, si vous n'êtes pas enceinte, tant mieux pour vous. S'il vous plaît, prenez le soin de vous guérir et de transmuter très rapidement. Parce que sinon, vos premiers enfants, vous allez vouloir avoir une quête de perfection avec eux. Et vous allez vouloir les transformer en enfants excellents, enfants ceci, et vous allez vous épuiser. Parce que plus vous allez les vouloir parfaits, plus en fait vous allez créer un besoin chez eux d'être imparfaits. Ça déjà, j'ai compris que ça c'était l'une de mes premières erreurs. En dehors de ça, c'est la fusion. Quand vous avez trop fusionné, que vous n'avez pas su mettre la limite entre je suis mère, pour celles qui sont épouses ou compagnes, je suis mère, je suis femme, je suis la compagne d'eux, et je suis déjà moi en fait. Et moi en tant que personne, en tant que essence, j'incarne ces rôles-là en fonction du jour, en fonction du temps ou autre chose. Mais quand vous vous perdez dans un rôle et que vous commencez à devenir trop mère au point de vous oublier, vous rentrez dans une dimension où vous devenez sacrificiel. Et ensuite, quand l'enfant il fait quelque chose, ça explose dans votre cœur. Parce que vous avez l'impression que vous en avez tellement fait, vous en avez tellement donné, tu sais pas ce que j'ai fait, tu sais pas ceci. Et moi, je me suis retrouvé à un moment donné à penser ça, à me dire que, waouh, tout ce que moi j'ai sacrifié, ça c'est pour qu'elle se tourne, elle va pas dans la direction que je veux. Ne faites pas ça. Vraiment, ça c'est aussi une leçon que j'ai tirée. Ne faites pas ça. En fait, et c'est l'une des raisons qui fait que maintenant, je ne fais que ce qui me semble juste. Si je te paye une bonne école, ce n'est pas un sacrifice. Pour moi, j'estime que ma manière de t'aimer, c'est de te donner les chances, tout simplement, de t'en sortir dans ta vie. Donc, que tu sois bon enfant ou pas bon enfant, en fait, je vais faire ce qu'il y a de mieux et ce que je trouve juste. Mais la dimension de, oui, si je ne fais pas ça, ça voudra dire que je suis pas une bonne mère ou autre chose, je suis plus dans ça. Le sacrifice maternel a eu raison sur moi et je suis plus du tout dans ça.
Déjà, moi, je suis un Sagittaire lunaire. Ça veut dire que tout ce qui me demande trop d'efforts, ça me stresse. En dehors de ça, Dieu merci que ma mère était venue m'aider. Cela m'a permis de terminer mes études en cours de soir. Mais t'as vraiment eu de la chance, Queen. Et tu vois, moi, par exemple, ma fille, l'autre fois, elle m'a reproché ça. Elle m'a dit, on dirait que t'as pas pu faire des choses parce que j'étais là. Et je me suis dit, on dirait que celle-là, elle a absorbé vraiment toute ma frustration. Parce qu'en fait, elle est vraiment un miroir pour moi. Et je lui ai dit, bah non, pourquoi tu dis ça? Après, elle m'a dit, bah, je sais pas, souvent quand tu parles, tu dis oui, j'aurais voulu faire ça. Et vous savez quoi? Quand j'étais plus jeune, je m'étais juré dans ma vie qu'il faudrait jamais que je dise à mon enfant, à cause de toi, j'ai pas fait ça. Parce que ma mère, elle me disait ça. Elle me dit tout le temps, oui, parce que t'étais là, j'ai dû me sacrifier, j'ai dû faire ceci. Et j'avais l'impression, en fait, que je lui avais empêché de vivre. Et bah, ma fille, elle m'a renvoyé ça. Que en gros, on dirait que c'est parce qu'elle était là que j'ai pas pu faire ce que je voulais et tout. Et comme j'ai pas fini mes études et que ça me frustrait, bah en fait, c'est quelque chose qui était resté bloqué à l'intérieur de mon cœur et je m'en rendais pas compte. Je me rendais pas compte que c'était quelque chose qui me frustrait. Je me rendais pas compte aussi que j'étais frustrée par toutes les occasions financières que j'ai dû abandonner parce que j'étais mère. Et en fait, c'est pas contre l'enfant que tu en as, mais c'est c'est comme s'il y avait une version de toi qui se bat avec une autre version de toi. C'est comme s'il y avait une part de toi qui est en conflit avec une autre part de toi. Et en l'occurrence, la femme que je suis était et est peut-être certainement encore en conflit avec la mère que je suis. Vous voyez ou pas? C'est dire que c'est important de se rendre compte de ça. Et c'est l'une des raisons qui a fait, j'ai dit non. Ce que j'ai dit que j'allais faire dans ma vie, il faut que je le fasse. Parce que sinon, ça va m'emprisonner et je vais sentir de l'insatisfaction. Et finalement, j'aurai une colère sourde. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et surtout, moi, je suis contente d'oser parler de ça. Parce que quand j'étais plus jeune, j'étais dans une quête de perfection en tant que mère. Et je considérais en fait que fallait absolument que je sois irréprochable. Puisque j'ai eu un enfant tôt, j'avais peur en fait que les gens ils me jugent et qu'ils disent que regarde, elle a eu un enfant tôt, elle a même pas su l'éduquer. Donc finalement, même mon éducation, elle était même pas basée réellement sur ce que moi je voulais. Elle était basée sur le proving. Pour que personne ne vienne me dire, t'as mal éduqué ta fille elle est devenue comme ça. Et je pense qu'il y a même encore un peu de ça. Je pense que même si j'ai fait un grand effort et un grand travail dessus, il y a encore ce truc-là de me dire, il ne faudrait pas que si elle se perde demain, que ça soit de ma faute. Donc ça, en tout cas, je fais le travail dessus et tout pour que ça puisse, sache que tu y vas à ce niveau et que c'est une énorme chance pour ta vie. Merci beaucoup, Milta. Et c'est l'une des raisons qui a fait que je me suis posée, et je vous dis la vérité, moi j'ai appelé ma tante, j'ai dit, I can't. Ma limite, elle s'arrête là. Et si je continue, ça va devenir une frustration pour moi de continuer à forcer, à tout faire, en fait, juste parce que je veux tenir un rôle et que je veux tenir le rôle de la très bonne mère, toutes ces choses-là. J'ai dit, elle a un problème de comportement. Moi, je ne peux pas le gérer et je n'arrive pas à le gérer parce que je n'en ai même pas la force. Et si je vais le gérer, je vais le gérer dans la violence. Et ça, en fait, ça vient de ce que moi, j'ai appris. Nous, on nous a appris comme ça. Tu ne te calmes pas, on te frappe. Tu plies ton visage, on te frappe. Tu fais tomber le verre, on te frappe. Donc moi, j'ai dit que quand mes nerfs ils montent, je ne sais plus quoi faire. La première des choses qui vient dans mon esprit, c'est de frapper. Donc, je ne veux pas me réveiller un matin et entendre ma fille dire que non, tu m'as traumatisé. Oui, c'est comme ça le rôle de la gentille fille. Quand tu couches pas la case, tu es frustré. Mais c'est vraiment ça. Et je veux pas me retrouver. J'ai dit, il faut connaître les limites de tout un chacun. J'ai dit, je ne veux pas me retrouver un matin et être traumatisé du traumatisme que moi-même j'aurais laissé sur mon enfant parce que je ne saurais pas faire autrement. Et franchement, je vous dis la vérité, c'était très libérateur pour moi d'assumer pleinement que ça là, je ne sais pas comment le faire. Et quand j'ai appelé ma tante, j'ai dit ouais, moi je me sens perdue dans mon rôle et tout. Et je lui ai dit que ma princesse, ma belle, tu es bélier, mais tu fais de ton mieux. Vraiment, AUFA. Ma solution est très rapide. À la base, elle est radicale. Mais franchement, j'en parle parce que déjà, ça me permet de transmuter. Mais quand j'ai appelé, c'est exactement ça, CGM. Donc ça marche pas en fait. Et il faut être conscient que ça ne marche pas. Faut pas forcer. Et quand j'ai appelé tout ma tante et tout, je lui ai expliqué parce qu'elle est très maternelle pour le coup, c'est vraiment la mère. Et ben en fait, je lui ai dit, vraiment, moi je me sens perdue parce que j'ai l'impression que je sais même plus qui je suis. En fait, je lui ai dit, je suis tombée enceinte, j'étais jeune.
J'ai eu ma fille, j'avais 17 ans. Après, je suis rentré dans un foyer. Je suis resté 6 ans avec le père, ou 7 ans avec le père de ma fille. Ensuite, je suis sorti de cette relation et tout de suite, j'étais déjà dans la vie active et j'ai démarré la vie active. J'ai démarré même le commerce par nécessité. Donc finalement, je sais même plus si je fais du commerce parce que j'aime ou si je le fais parce qu'il fallait suivre et il fallait donner un avenir. Ensuite, j'ai voulu habiter dans un type d'endroit. J'ai voulu la mettre dans un type d'école. Au final, quand je m'assois et j'arrive à 30 ans, je me dis... Ma vie, elle aurait été quoi si j'avais eu du soutien et que j'avais eu à choisir? Eh ben, je peux vous dire que j'ai passé tout le mois de novembre à réfléchir et je n'arrivais même plus à me connecter avec mes rêves, en fait. Parce que je savais plus, en fait. Je savais plus. En fait, en dehors d'être mère, en dehors d'être la compagne d'eux, en dehors du mariage, en dehors de la famille, en dehors de ceci, en dehors d'être l'enfant de tel, moi, personnellement, en tant que personne, je suis qui? Et je sais pas. En fait, j'ai dit, je sais pas, en fait. Je sais pas si c'est par survie ou si c'est par amour que je fais certaines choses. Et dit, par exemple, en fait, l'école que je lui paye, j'explique à ma tante, j'ai dit, par exemple, l'école que je lui paye, toutes ces choses-là, bah, en fait, je suis contente, ça me réjouit de le faire. Mais en fait, je me demande, si j'avais pas eu à payer ça, est-ce que j'aurais continué à entreprendre de la manière dont j'entreprends? Et franchement, je ne sais pas si c'est mes 30 ans qui ont provoqué cette remise en question, mais je vous dis que ma vie, je l'ai retournée par tous les sens. Et j'ai dit que c'est clair que c'est par amour. Bon, bah tant mieux. Mais en tout cas, à titre personnel, j'ai senti que ouais, le mois de novembre, il était vraiment tranchant. Et j'ai senti que j'étais limitée. Et j'ai dit finalement, bah quand j'ai été acceptée à comment ça s'appelle? J'avais été accepté à la Sorbonne, c'était en 2023. J'avais rempli et tout, je voulais reprendre des études, j'avais envie de faire une capacité de droit, tout ça et tout, j'avais été accepté. Bah, j'ai pas pu le faire. Du coup, ça m'a frustré. Et je me suis dit, mais putain, mais ça me saoule en fait. Je me suis dit, mais wesh. En fait, chaque fois que je veux faire un truc juste pour moi, uniquement pour moi, bah en fait, j'ai l'impression que je dois choisir entre moi ou entre la personne carriériste que je suis. Et donc, du coup, à la dernière minute, bah, malgré que mon dossier il avait été accepté, toutes ces choses-là, et bah, j'ai pas pu le faire parce que je n'avais personne qui pouvait m'aider et qui pouvait garder ma fille quand j'allais partir au cours du soir. La même rengaine. J'ai dit non, je peux pas. Il faut que je fasse des choses pour moi, sinon je vais être frustré à vie. Donc c'est l'une des raisons qui a fait que j'ai le Capricorne, signe hivernal, tu ne peux être que calme. C'est-à-dire quoi, enfin, j'ai pas compris. Tu ne peux que être calme. Ah bah, je sais pas si c'est ça, mais en tout cas, je pense aussi que je fais un gros travail sur moi et je pense que la reconnexion à la féminité, en tout cas pour les femmes, je sais pas, ce travail-là, je trouve que c'est plus dur de se reconnecter à sa féminité que de guérir de son masculin. Parce que quand tu guéris de ton masculin, en réalité, tu n'as que à pardonner ton père et les hommes de ta vie. Mais quand tu dois guérir de ton féminin, putain, mais qu'est-ce que c'est casse-bonbon en fait? Parce que, en fait, tu te prends toutes les choses que ta mère, que ta grand-mère, que tes arrière-grands-parents, ils ont pas réglé. Le besoin de tenir tout le temps, le besoin d'être parfait, le besoin d'être discipliné, le besoin... c'est épuisant. En fait, t'as l'impression que tu dois aller dans toutes les couches, en fait. T'as l'impression que tu dois aller dans des couches tellement plus profondes. Et c'est vraiment ça, parce que finalement, le côté masculin, c'est ce qui est mis en avant en fait. Donc du coup c'est ça en fait. Et tu te dis, bah par exemple le besoin d'aider. Quand je vous ai fait l'article sur la servitude, putain, mais en fait moi tous les articles que j'écris c'est basé sur ce que j'expérimente. Quand j'ai fait l'article sur la servitude, c'est parce que moi-même je me suis rendu compte, je me suis dit mais wesh, même dans ma façon d'entreprendre, c'est tourné vers le service à l'autre. C'est tourné vers faut aider. Mais pourquoi je m'inflige ce rôle? Pourquoi je veux prendre le rôle de la personne qui tient bon pour les autres? Et même dans les relations, en fait, tu penses que tu as perdu quoi? De quoi tout dit? Et même dans les relations amicales, même encore aujourd'hui, je disais à ma copine, je disais à Charlotte, on était dans une conversation, je dis, tu me voles de l'énergie. Mais aujourd'hui, je me rends compte. Je lui ai dit, tu me voles de l'énergie. Et je lui ai dit, tu sais pourquoi? Parce que tu me demandes un conseil pour après faire le contraire de ce que tu... Pourquoi tu m'as demandé? Fallait pas me demander. Mais j'étais contente de prendre conscience de ça.
Parce qu'aujourd'hui, je suis capable d'en prendre conscience. Mais avant, j'étais dans une quête de sauver l'humanité constante. Constante. Le besoin tout le temps de réguler, d'équilibrer, de constamment être dans la régule. Et en fait, moi, j'ai 6 placements en balance. C'est à la fois bénéfique. Et je me rappelle qu'il y avait une astrologue, qui était la première astrologue que j'ai rencontrée, qui m'a dit, tu as quelque chose de très puissant, tu as 6 placements en balance, tu as un double stellium en balance. Ça a du bon, mais par contre, si tu ne maîtrises pas cette énergie-là, tu vas tomber dans des dépendances, sans le vouloir. Et donc du coup, moi, je ne voyais pas de quoi elle me parlait, parce que je n'avais pas l'impression de donner autant que ça. Et elle me disait, non, tu vas passer ton temps à alimenter les autres. Et je ne m'en rendais pas compte. Et bah, le mois de novembre, mais je bénis le mois de novembre. Moi, j'étais vraiment, vous voyez les placements en scorpion. Je vous dis, moi, le scorpion, j'ai pas 50 000 placements, mais moi, Pluton est dans sa maison. Saturne est dans sa maison dans mon thème. Ça veut dire que vraiment, moi, je vis vraiment la chose dans sa profondeur. Et ça m'a tellement aidé ce mois de novembre. Je vous assure que c'est là que j'ai pris conscience de toutes mes limitations et que j'ai dit, en fait, j'ai pas à carburer et j'ai pas de performance à qui je dois rendre. J'ai pas de compte à rendre à qui que ce soit. J'ai pas de performance. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté tout ce que je faisais. J'ai tout mis en pause. Genre, j'ai tout arrêté. Radiesthésie, coaching, tout. Mais quand je dis tout, alors que, comme je vous l'ai dit, je pouvais ne pas me le permettre parce que, franchement, je n'avais pas assez de trésorerie pour m'autoriser ça. Mais je me suis dit, soit je continue dans une dimension de survie et dans ce cas-là, je n'applique pas les enseignements que je donne, soit je suis capable de faire confiance en la vie et j'accepte en fait de cette mort qui vient et qui vient apporter de la transformation en fait. Et il faut rencontrer une astrologue CGM. Moi, j'en ai une que je peux te conseiller. Et donc, du coup, par rapport à ça, je me suis dit, finalement, c'est quoi l'amour ? Même dans ma relation, hein, ça a apporté des changements et des transformations parce qu'il y avait des choses que je pouvais estimer que peut-être que la patience que j'avais, c'était une patience qui était normale. Non, c'était pas une patience qui était normale. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait des trucs que je supportais plus, des trucs bêtes, hein. Mais genre, il y a des choses sur lesquelles, vous voyez les gens qui vous sollicitent tout le temps. Maman, bébé, maman, bébé. Et en fait, le mois de novembre. Oh mon Dieu. J'ai dit, mais stop en fait, vous me saoulez. Genre, mais pourquoi tu me demandes si tu peux le faire par toi-même? En fait, c'est mon cerveau, j'ai l'impression que j'ai été confronté à tout ce qui me bouffait de l'énergie. Relation amicale, relation amoureuse, relation mère-fille, relation familiale. J'ai dit, c'est pas les autres le problème, c'est moi. À partir du moment que c'est dans tous les domaines de ta vie que t'es bouffé, c'est pas les autres le problème, c'est toi. C'est à toi, en fait, de t'asseoir et de te remettre en question sur où se trouvent tes limites. Et j'ai commencé à m'observer et à constater que je ne mets des limites que quand je me sens épuisée. Tu es la plus grande fille dans ta famille? Non, je suis la fille unique de ma mère. Et je trouve que j'ai une relation qui était plus dirigée comme si moi, j'étais la mère dans la mesure où j'ai eu plus de maturité émotionnelle très tôt et très vite. Mais je suis la plus grande de tous les petits-enfants, je sais pas si c'est ça, et je suis celle qui a reçu vraiment toute la responsabilité sur le plan traditionnel. Je suis la grand-mère dans ma famille. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses qui reposent sur moi. Et donc, du coup, ouais, j'étais vraiment genre l'enfant parent, en fait. Et donc, du coup, j'ai aussi acquis des responsabilités très tôt parce que je suis devenue mère dans l'adolescence. Donc, la surresponsabilisation déjà de ma propre personne, parce que ma mère, elle travaillait et que je me prenais en charge toute seule, que j'ai vécu mon enfance finalement à être constamment face à moi-même, à me faire à manger, à faire ceci, je pense que j'ai commencé à tellement devenir mature trop tôt que ça a eu un impact très négatif sur moi par la suite parce que finalement, bah en fait, on estime que parce que tu es forte, tu dois être forte pour les autres. Et ce truc-là, en fait, mais c'est vraiment ça, CGM. Et ce truc d'être la femme pilier, franchement, les filles, moi, j'ai fait un travail sur moi et je vais vous dire, ça m'est arrivé la nuit, je crois que c'était il y a une semaine. Je me suis dit, j'ai fait un travail transgénérationnel. J'ai fait des nettoyages transgénérationnels, tout ça. J'ai vu des changements et des transformations. No Susai. Ensuite, il y a quelque chose qui m'est venu, je sais plus, j'utilisais ChatGPT.
Et il m'a sorti un mot que je n'avais jamais, que je connaissais pas, qui était matrilinéaire. Comment? Bah, en faisant des nettoyages énergétiques, parce que c'est quelque chose que je maîtrise bien. Donc, du coup, j'ai vu le truc matrilinéaire et je sais pas comment vous expliquer. Ça a résonné dans mon esprit. J'ai dit, c'est quoi le matrilinéaire? C'est quoi la différence? Et j'ai commencé à faire des recherches sur ça. Et en fait, j'ai compris que nous avons les mémoires transgénérationnelles, tout simplement, qui nous sont transmis. C'est des systèmes, on va dire, des archétypes, des expériences qui nous sont transmises comme des mémoires, tout simplement, qui vont se reproduire sous forme de schéma. C'est des fidélités, si vous voulez. Le transgénérationnel, quand vous traitez le transgénérationnel, vous traitez les fidélités liées à votre famille. D'accord? Les schémas de fidélité, les fidélités inconscientes, c'est toute la dimension inconsciente que vous avez héritée de votre famille. Mais quand j'ai commencé à travailler sur le matrilinéaire, mon Dieu, j'ai fait une analyse de radiesthésie. Vous savez que je pratique la radiesthésie. Pour ceux qui ne savent pas, la radiesthésie, c'est vraiment l'art de lire les énergies, de les comprendre et surtout de questionner le champ quantique. Donc du coup, j'ai commencé à pratiquer la radiesthésie et à essayer de comprendre quelles sont les mémoires matrilinéaires. Et la matrilinéaire, la différence entre ces mémoires-là et les mémoires transgénérationnelles, c'est que les mémoires matrilinéaires, elles conditionnent votre structure interne. C'est pas simplement la fidélité, c'est tout votre axe. À tel point que quand j'ai fait ces libérations-là, j'ai eu des douleurs, des douleurs, des crampes dans les os. J'ai eu, comment on appelle ça? Quand vous savez, quand on a fait trop de sport là, et qu'on a des douleurs dans les os. Je sais plus comment on appelle ça. Des courbatures. Le lendemain de ce soin, j'ai eu des courbatures. On dirait que j'avais fait un sport intensif. Or, je n'avais fait que des soins. Et en fait, j'ai fait la lecture matrilinéaire. J'ai dit, mais c'est tellement puissant. Parce que, en fait, le lien, les mémoires transgénérationnelles, c'est tout ce qui concerne la famille de ton père, la famille de ta mère. C'est un fait. Et là, en fait, on est sur je sais pas comment vous dire, les derniers réglages. Mais quand tu rentres dans la dimension du matrilinéaire, ça veut dire c'est ce qui se passe et c'est ce qui se transmet de mère en fille, de mère en fille, de mère en fille par le cordon ombilical. C'est quand j'ai fait ça que j'ai dit oui. Là, j'ai réglé quelque chose. Parce que après, même là, le lendemain, je vous assure, j'en ai la chair de poule. Non, parce que l'épigénétique, c'est lié aux mémoires transgénérationnelles. Là, je te parle même pas de l'épigénétique, ma belle. Je te parle vraiment de la matrice. Tu comprends? Je te parle vraiment, comme on dit, de ton nombril. Quelle est l'information qu'il contient? Et en fait, le patrilinéaire travaille sur ton axe masculin et structure ton rapport, merci CGM, de l'ADN en fait. Et je vous assure que je trouve que c'est ma découverte de l'année. C'est-à-dire que j'ai dit, mais franchement, j'ai fait plein de choses exceptionnelles avec la radiesthésie. On a fait les couples, on a fait ceci, on a fait les enfants, on a fait les talents. Mais l'histoire de la lignée, c'est là que j'ai trouvé, là où se cachait tout mon problème. J'ai travaillé pour que j'en arrive là, je sais d'où ça vient. Je travaillais sur mon rapport à l'argent. J'ai dit, il y a quelque chose que j'observe. C'est comme si j'arrive pas à déployer mon plein potentiel. Au départ, ça partait de là. Ça partait de mon rapport à l'argent. Je me suis dit, on dirait qu'il y a une part de moi. Et en fait, j'ai remarqué au niveau de mon corps que le côté masculin, le côté féminin, il était ici plus gonflé. Et le côté masculin, il était moins gonflé, mais il était tendu. Et ici, du côté, regardez vos épaules et touchez ici, là. Moi, c'est ici que j'ai remarqué qu'il y avait un truc qui allait pas. Ici, là, ces zones-là, touchez à ces endroits-là. Vous savez qu'après avoir fait ça, mes épaules, ils sont tombées. J'avais ici, et c'est au niveau des épaules que vous pouvez constater qu'il y a de la charge. Et en fait, je me suis dit, il y a un truc qui va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est là, en fait, que j'ai commencé à me dire,
je sais pas pourquoi je me sens perdue. Et j'ai l'impression que depuis le nettoyage de novembre, en fait, j'ai l'impression que j'ai une perte identitaire. Et que je savais plus qui j'étais, ce que je valais, je savais plus rien à mon sujet. Vraiment, ça m'a vraiment choqué le mois de novembre. Et donc, c'est là que je me suis dit, mais d'habitude, j'ai toujours des idées. D'habitude, dès que je finis quelque chose, je recommence directement. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est là que j'ai commencé à être dans l'observation, à comprendre que mon corps, il m'envoyait des messages. En fait, je revenais progressivement dans le corps. Jusqu'au moment où je suis, comme on dit, comment l'univers fait bien ces choses, je suis tombée sur le terme matrilinéaire. Quand j'ai fait l'analyse du côté de ma mère. Ce que j'ai lu, c'est-à-dire que la lecture matrilinéaire, ça dépasse le transgénérationnel. Ce que j'ai lu, en fait, tout ce que je n'arrivais pas à contrôler chez moi, que j'arrivais pas à maîtriser, comme je vous disais, ce truc-là d'être toujours disponible, même quand je veux pas, en fait, même si je te dis non, en fait, il y a quelque chose encore après qui va venir me dire non, tu devrais pas faire ça, toutes ces choses-là, en fait. Et après, je dis oui. Et j'avais du mal, en fait, à tenir mon nom. J'avais du mal, en fait, à dire je ne veux pas, et je m'en tiens à ça, en fait. Et le truc de toujours être dans l'accueil des autres, de ne pas regarder, de ne pas me préserver, de ne pas préserver mon énergie, de me dire que je suis assez forte pour tolérer et pour supporter. Et quand j'ai lu tout ça, je me suis posée, et franchement, ça m'a donné des larmes aux yeux. En fait, ça a été une lecture, je sais pas comment vous expliquer, je me suis dit, putain, mais les femmes de ma famille, oui, quand je travaille, bah, ma mère, elle a eu un éveil spirituel. On était là, à Noël ensemble, elle a eu un éveil spirituel. Donc, je vous assure que ça fonctionne vraiment. Plus j'ai travaillé sur moi, plus elle, en fait, on dirait que ça la modifie. Elle a eu un éveil spirituel. Moi, je n'ai jamais vu ma mère autant en paix dans ma vie que telle que je la vois là. Je vous dis la vérité. Lâcher prise. Elle a même parlé de traumatisme qu'elle a vécu quand elle avait mon âge, qu'elle n'osait pas parler, en fait. Donc, du coup, pour une femme camerounaise, vous savez, voilà. Mais elle a eu un éveil spirituel. Ça s'est ouvert de son côté. Et je sais que ça vient de ça. Donc, quand j'ai commencé à travailler sur le matrilinéaire, là, vous savez quoi? Le lendemain, tout ce que j'ai lu que la lignée portait, en fait, le matrilinéaire, vous devez comprendre que c'est comme si vous avez des énergies stagnantes. Il faut travailler sur les deux. En fait, le patrilinéaire va être dominant pour un homme. Parce que c'est ce qui se transmet de père en fils. De père en fils. Et la lignée matrilinéaire, c'est ce qui se transmet de mère en fille. Sauf que nous, en tant que femmes, notre rapport à l'autorité, notre rapport à l'argent, notre rapport à la structure, notre rapport à l'engagement. Je vous avais toujours dit que j'avais un problème d'engagement et que je ne savais pas à quoi il était dû. Et même ma mère, l'autre jour, j'ai eu un conflit avec mon compagnon et je l'ai bloqué. Et en fait, quand je l'ai bloqué, j'ai dit à ma mère, franchement, même le mariage là, on n'est pas obligé, hein, ça peut attendre. Et je suis tout le temps en train de remettre le mariage à après. Non, finalement, je suis pas trop prête. Je préfère que ça soit... Non, pas février. En fait, je préfère que ça soit mai. Non, pas mai. En fait, c'est comme si je trouve toujours des raisons. Sans le vouloir, c'est inconscient pour remettre à plus tard. Et ma mère, elle m'a dit... L'histoire là que tu fais, que chaque fois il y a un problème, tu cherches à reculer la date. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de spirituel dedans? Elle m'a jeté ça comme ça. Quand j'ai regardé le patrilinéaire, en fait, je me suis rendu compte que dans le patrilinéaire, j'ai une généalogie d'hommes depuis au moins la 4e génération avant moi qui sont absents. Des hommes partis en guerre, des hommes qui ont fui, des hommes qui ont été irresponsables. Et j'ai surtout reçu un enseignement qui était puissant, la lecture des hommes qui ont abandonné la tradition. Et la personne qui a abandonné la tradition, c'est pour vous dire à quel point c'est puissant, c'est mon père. Parce que mon père, à la base, c'est un héritier. Et donc, du coup, quand nous, on est des bamilékés, quand le père, par exemple, mon compagnon, il sait déjà qui sera son héritier. Et il dit toujours que celui-là, c'est lui qui est mon héritier. Si demain je pars, c'est lui qui me remplace. Et c'est comme ça, en fait. Tu deviens le chef de famille, tu deviens quelque part le représentant et l'autorité de cette famille à partir de ce moment-là. Mon père, il a quitté le Cameroun, il avait 16 ans.
Il avait 16 ans quand il a pris la route pour venir en Europe. Et donc, du coup, il a pris les routes et c'est quelqu'un qui, en fait, a été dans la survie tout au long de sa vie. Et quand on l'a rapatrié, il a repris la route. Et quand on l'a rapatrié une deuxième fois, il a encore repris la route. Et quand il est parti, c'est malheureux. En fait, sa mère, elle avait demandé, elle avait gagné l'argent de la tontine. Et il avait tellement honte parce que les gens se moquaient de lui en disant que oui, regarde, il est revenu, ils l'ont encore rapatrié, il est revenu comme il était reparti. La honte a tellement eu raison de lui, l'échec d'avoir été rapatrié a tellement eu raison de lui qu'il a pris la tontine de sa mère et il est parti. Vous voyez? Et ça a laissé une trace dans ma lignée patrilinéaire parce que en fait, c'est comme s'il avait violé des lois, en fait. Et après, quand son père, il mourait, son père a dit que c'est lui qui est mon héritier. Donc, ça voulait dire qu'il était censé rentrer pour pouvoir respecter, en fait, la tradition chez nous et prendre son rôle de père et de chef. Sauf que mon père, quand il est revenu la 3e fois en Europe, il s'est enrichi. Ok? Il s'est enrichi parce qu'il a eu une occasion. Il est tombé sur une mallette pleine d'argent et c'est comme ça que sa vie, elle a commencé la 3e fois en Europe. Il s'est enrichi, il était tellement jeune, moins de 20 ans, il était tellement jeune et avec tellement d'argent que le gars, en fait, s'est monté dans son cerveau. Et là, le malheur dans l'histoire, c'est qu'il n'a jamais rien fait pour les gens au pays. Donc lui, il est resté en France et la culpabilité l'a tellement rongé qu'il ne voulait plus rentrer. Vous voyez ou pas? Mallette comme dans les films. Et j'ai beaucoup d'honneur vis-à-vis de mon père. En fait, j'ai pas de mépris pour lui. Il a fait comme il a fait. Et moi, la seule chose que ça m'a donné comme leçon, je me suis tout simplement dit dans ma vie, il a eu tellement d'intelligence qu'il a utilisé dans la malice, en fait. En fait, l'intelligence qu'il a eue, c'est une intelligence qu'il a détournée, en fait. Alors que... Et je lui avais dit un jour, il était tombé dans le coma. Et je lui avais dit, tu sais, quand je te regarde, je me dis tout simplement que je te ressemble tellement qu'il faudrait jamais que je fasse ce que tu as fait dans ta vie. Tu vois, toi, je pense que tu es venu sur cette terre pour être la leçon de tout ce qu'il ne faut jamais faire. Parce que je ne comprends pas comment on peut avoir eu autant d'argent dans sa vie et ne rien avoir construit avec. Et moi, je parle comme ça s'il y a des Congolais qui m'écoutent. Vous voyez les darons avec les histoires de COP? COP par-ci, COP par-là. Observez leurs enfants. La plupart des enfants de ce genre de personnes, tout se dilapide. Parce que c'est des réclamations. Maintenant, vous n'avez pas de responsabilité dedans. Et si vous n'allez pas briser ça, ça va vous poursuivre. C'est là que j'ai compris pourquoi je fais, ça monte, ça se construit, je vois, je touche, je mets ma main, je prends. Et après, il y a comme... C'est comme si la vie m'envoie quelqu'un qui va venir me déstabiliser. Si ce n'est pas une personne, c'est une expérience. Si ce n'est pas une personne, c'est une situation qui va se passer où tout va venir, pouf, tout se détruit. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Il faut que je comprenne pourquoi ça fait ça. C'est mon père qui a créé ça. C'est parce que non seulement il a refusé de porter l'autorité qu'il devait avoir, non seulement il a déserté sa famille, et non seulement il a passé sa vie à se construire sur l'arnaque, sur le vol, sur la dépossession des biens des autres. Alors, vous n'êtes pas à l'abri que quelqu'un a dit de la même manière qu'il m'a dépossédé. C'est comme ça que sa lignée sera dépossédée. Maintenant, si vous ne savez pas qu'on a maudit votre lignée, ça c'est des malédictions. En fait, ce qui se passait, c'est que du côté patrilinéaire de mon côté, il n'y avait pas d'homme. En fait, on cherche le masculin dans ma lignée, en fait, sur un point de vue vibratoire. Et ça, je ne comprenais pas, mais chaque fois que je rencontre une voyante ou une médium, ils ne voient que la lignée de ma mère. Ils ne voient que ma grand-mère paternelle. Mais ils ne voient pas, en fait, au-dessus. Donc, du coup, par rapport à ça, j'ai dit, mais je comprends tellement, en fait. Je comprends tellement. Pourquoi? Parce qu'il y a plein d'hommes qui n'ont même pas été enterrés dans mon côté patrilinéaire. Il y a plein d'hommes qui n'ont pas été enterrés. Il y a plein d'hommes qui sont partis à la guerre.
ils n'ont jamais revu le chemin du retour. Et personne n'a honoré leur mort. Et il y avait énormément de ça. Et ça aussi, ça peut menacer vos finances, ça peut menacer votre structure, ça peut menacer votre engagement. Il y a des femmes qui ne se marient pas parce que vous avez un problème qui est lié aux hommes de votre famille, en fait. Et tant que vous n'aurez pas fait la paix et libéré ça, votre vie sera toujours menacée d'engagement. Ça veut dire que vous allez faire, mais ça ne restera pas, en fait. Et ça, c'est ce que quand vous allez au village, on dit « Ah, va voir tel oncle, sur la tombe de tel oncle. » Nous, on a de la chance, on n'est pas miliqués. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on peut encore régler. Mais les gens qui n'ont plus de connexion du tout avec leur ancestralité, je ne sais pas comment vous faites. Je ne sais pas comment vous faites. Et vous devez, franchement, je vais vous dire la vérité, peut-être que j'en parle là parce que peut-être, qui sait, peut-être que c'est le chemin que je dois maintenant emprunter. Parce que je me suis dit, est-ce que c'est ça que je dois transmettre aux gens maintenant? J'arrivais toujours pas à trouver l'équilibre. C'est pour ça que j'ai plein d'idées qui sont en suspens. Mais je me suis dit, il faut que je trouve ce que je dois faire. Mais cette découverte-là, elle m'a permis de comprendre le pourquoi du comment. Et pour vous dire à quel point c'était puissant, c'est que le lendemain, à la suite de cette situation, le lendemain, j'ai eu... quand j'ai réglé ça, pardon, c'était pas le lendemain. Quand j'ai réglé ça, mon compagnon, il a pris un vol pour venir. Parce que moi, je l'avais bloqué, je voulais plus parler avec lui. Alors que c'était une prise de tête. Mais quand je vous dis, quand tu regardes la situation... je me suis dit, mais pourquoi j'ai pris ça comme ça? Et c'est là que j'ai compris que ça, c'est parce que j'avais fait la paix à l'intérieur de moi, avec tout mon axe patrilinéaire, avec tout mon axe, axe masculine, en fait. Et ça vient pas de l'extérieur. Parce qu'en fait, prendre des billets et venir quand ça chauffe entre lui et moi, c'est pas la première fois qu'il fait ça. En fait, ça, vraiment... c'est quelqu'un, je peux rien dire sur ça. C'est quelqu'un vraiment qui est très engagé vis-à-vis de moi. Donc du coup, c'était moi le problème à ce niveau-là. Ensuite, c'est ce truc-là, quand il s'est réglé, c'est là que je vous dis, j'ai eu vraiment des émotions. J'ai dit, ouais, tu sais, je trouve que j'ai pas assez de reconnaissance pour tout ce que tu as pu faire pour moi et tout. C'est vrai que j'ai beaucoup de valeurs, je te donne beaucoup de valeurs, mais c'est vraiment la première fois dans mon cœur aujourd'hui que je sais pas, c'est comme s'il y avait une transition. En fait, c'est comme s'il y avait un truc qui m'empêchait de voir tous les efforts qui avaient été fournis. Et que maintenant, le fait que j'ai réglé ça et que j'ai géré ce problème masculin-là à l'intérieur de moi, ben en fait, j'ai vu tout l'engagement, toute l'implication, tous les sacrifices que la personne elle a pu faire, la manière dont elle s'est complètement... C'est-à-dire que même sa transformation spirituelle, la manière dont il s'est amélioré, la manière dont il a changé sur beaucoup d'aspects, je me suis dit, ah ouais, franchement, c'est mauvais d'être déconnecté de soi comme ça. En fait, vous savez, souvent, on a l'impression que les gens, ils nous doivent. Ils nous doivent quelque chose. Et moi, chaque fois, il y avait une phrase qui disait, j'ai l'impression que tout ce que je fais, c'est jamais assez. Et moi, je me disais, mais non, moi, je suis quelqu'un de reconnaissante. Je suis désolé, quand tu dis que c'est jamais assez, ça veut dire quoi? Et en fait, j'avais pas conscience de ça. C'est quand j'ai réglé ce problème avec le masculin, là, dans ma lignée à moi. Et quand j'ai réglé le problème avec mon père, finalement, en constatant l'implication et le rôle qu'il a eu. Et après, c'est là que j'ai dit, le jour qu'il partait, là, c'était mardi, pardon. J'ai dit, tu sais, ma quête de perfection dans ma vie m'a poussé à ne pas voir pleinement en fait ce que tu as apporté à ma vie. Au-delà de l'aspect matériel qui est quelque chose de concret, je pense qu'il y a des aspects que tu as apporté à ma vie que même si demain on n'est pas ensemble, ça va être... En fait, tu as apporté des transmutations dans ma lignée en fait. C'est quand même quelque chose de puissant. Ça veut dire que là, en fait, si je suis en train de vivre certaines transformations, que ce soit avec ma mère, avec ma famille, ma cousine avec qui je suis maintenant très proche et tout, c'est parce qu'à un moment donné, tu es venu et tu as joué un rôle de réparation. Et donc, du coup, par rapport à ça, c'est-à-dire que même si demain, on n'est pas ensemble ou autre chose, tu vois, ça là, c'est plus que de l'argent, c'est plus que tout ce que tu veux. Et ça, je vous dis la vérité, la réceptivité, si je n'avais pas réglé mon problème avec la lignée maternelle, je n'allais pas aussi être capable de ressentir les choses. Parce que vous savez, quelqu'un peut vous donner beaucoup de choses et vous n'êtes pas réceptif quand même. On peut te donner beaucoup de choses matérielles. Et tu n'es pas capable, en fait, de sentir de la satisfaction de ce qu'on te donne. Et c'est ce qui se passe avec beaucoup de femmes aujourd'hui et beaucoup d'hommes.
il y a beaucoup de blessures d'insatisfaction. C'est-à-dire que quelqu'un te donne, mais tu n'es même pas capable de... Parce que tu n'as pas cette force, et ce n'est pas une insulte, ni un mépris vis-à-vis de qui que ce soit qui m'écoute, mais tu n'as pas la capacité de ressentir profondément et d'être nourri, plutôt je dirais, profondément parce que la personne t'apporte. Et c'est ce que je dis, tu sais, quand tu dormais dans la nuit, j'ai vraiment prié pour toi, j'ai dit franchement, que Dieu, il ouvre toutes les portes dans ta vie. Que tu sois vraiment... C'est-à-dire que tout ce que tu n'as pas pu avoir, que Dieu, il te donne plus que ce que tu n'espérais dans tout ce que tu vas faire. Là, comme tu rentres, que tes affaires, ils fonctionnent. Et je suis sûr que de toutes les bénédictions et de toutes les prières que j'ai faites, c'est celle-ci qui a certainement été la plus puissante. Parce qu'en fait, c'est comme si j'avais accepté de recevoir toute l'énergie qui était bloquée et qui était en instance, comme si les parts de moi ne permettaient pas de recevoir ça. Et donc, du coup, je sais que c'est ce moment-là, c'est cette prière de 2 ans et demi de relation là. Pour moi, c'est cette prière qui a été la plus puissante. Parce qu'elle venait pas de... Elle n'était pas superficielle. Elle venait pas de la conscience d'une femme qui sait que... Vous voyez ce côté très intellect que j'ai de... Je sais qu'en tant que femme, si j'ai le pouvoir de parler, les choses vont aller. Elle venait pas de ce niveau-là. Elle venait pas de mon intelligence, elle venait pas de ceci, elle venait de mon âme. Ça venait du plus profond de mon ventre. J'ai dit... Que tu sois avec moi ou que tu sois sans moi, moi je te souhaite que tout ce que tu vas faire dans ta vie, que tu excelles dans tout. C'est ce que je priais pour toi dans la nuit. Je me suis levé, il était 3 heures du matin. Je t'ai tenu dans le dos et j'ai dit, au niveau du chakra cœur, j'ai dit, tout ce qui va faire que ça s'ouvre. S'il y avait quelque chose qui le bloquait, s'il y avait quelque chose qui l'empêchait de s'en sortir, que tout ce qu'il entreprenne de faire s'ouvre pleinement pour lui en fait. Et ça c'est vraiment, je sais pas comment vous expliquer, mais ça a rien d'affectif. C'est, je sais pas, c'est l'esprit en fait. Genre tu te dis, ah ouais quand même. Et franchement, je vous assure les filles, moi ce travail-là, d'avoir découvert les mémoires patrilinéaires et les mémoires matrilinéaires, ça c'est vraiment le game changer. En fait, je vous dis, même avec moi-même, je me sens en paix. Vraiment, je me sens en paix avec moi-même. Là, je vous parle, je suis grave ému. Genre, je me sens... Je sais pas comment vous expliquer. Vous voyez quand vous sentez que vous avez trouvé enfin votre place sur cette terre. Que vous avez plus besoin de courir. Vous avez plus besoin d'être dans une quête de quoi que ce soit. En fait, il y a plein de choses qui ont perdu toute forme d'importance à mes yeux. Moi, j'étais quête d'argent. L'argent. En fait, tout ça, ça s'est arrêté de manière nette. Et j'ai compris que c'était tous les manques dans ma lignée, toutes les choses. Parce que vous savez, il y a aussi des femmes qui ont été dépossédées, en fait, dans votre lignée. Moi, je me suis rendu compte qu'il y avait des femmes de ma lignée qui ont été dépossédées. On leur a tout enlevé. On leur a pris de leur territoire. On leur a fait des choses qui étaient tellement douloureuses que j'ai ressenti tout ça. Et je me suis dit, en fait, j'ai l'occasion aujourd'hui, tout simplement, de décider de transmuter cette énergie-là. Aujourd'hui, elle est stagnante. Soit je décide de la laisser stagnante et ça se répercute sur mon enfant et ça continue comme ça, soit je décide que ça s'arrête maintenant et je le transmute et je le transforme en sagesse. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, il existe certaines incapacités en nous comme le recevoir. On s'est donné mais on ne sait pas recevoir. Et c'est ce qui se passe avec les lignées. Domination masculine, étude de couple, Morgan Stanley, les mémoires patrilinéaires et matrilinéaires. Ah bah je connaissais pas ce livre, mais en tout cas, c'est trop puissant. Parce que en fait, il y a des choses que c'est pas à quelqu'un de le faire. Ton histoire, c'est pas mon histoire. Tu comprends? C'est toi qui dois ressentir. C'est toi qui dois pleurer pour tout ce que les femmes de ta lignée n'ont pas pu... En fait, elles n'ont pas été entendues, elles n'ont pas été écoutées. C'est toi, en fait, qui dois sentir dans ton ADN et c'est toi qui dois décider d'apaiser, de guérir et de faire selon ce que ton cœur te dit. C'est-à-dire que tu peux ressentir le fait d'aller faire une libation, tu peux ressentir le fait d'allumer une bougie. Il y a des choses, en fait, ça doit pas venir de quelqu'un. C'est toi, c'est aligné à toi, c'est à toi de travailler dessus. Donc la seule chose, à la limite, sur laquelle je peux me rendre disposé et disponible, ça serait de faire l'analyse, de faire comme j'ai fait pour moi, de faire la lecture
de la lignée, bah, c'est une lecture d'âme en fait, de faire la lecture de la dimension patrilinéaire et de faire la lecture de la dimension matrilinéaire, et c'est tout ce que je peux faire. Maintenant, en ce qui concerne ce que vous allez décider d'en faire et comment vous allez le transmuter, je vous dirais que moi personnellement, j'ai pas fait grand chose. Je pense que le plus gros des travaux était juste de s'en rendre compte. Je pense que c'est ça. Le plus gros des travaux, c'était de comprendre que toute ma structure à moi est influencée par ça. Je fais ça à cause de ça. Et le fait de ramener ces informations-là à la conscience, c'est ce qui vous permet en fait de transmuter. Mais à mon sens, c'est un travail qui est personnel parce qu'il s'agit de vos lignées. C'est pas comme le transgénérationnel où on peut venir vraiment... C'est dans votre ventre, c'est dans vos cellules, c'est dans votre sang, c'est dans vos os. Ça veut dire que qui va vraiment intervenir là-dedans en fait? Personne. C'est à vous de vous asseoir et de dire, ok, maintenant j'ai pris conscience de ça. Qu'est-ce que je peux faire pour libérer ça? Déjà, le fait de prendre conscience, c'est ça qui va vous permettre en fait de comprendre vos mécanismes profonds qui définissent vos choix et qui influencent vos perceptions. C'est surtout ça en fait. Parce que tu peux croire pendant longtemps que tu vis la vie que tu dois vivre, et c'est ce que j'ai ressenti au mois de novembre. C'est pour ça que moi je bénis cette mort que j'ai vécue. Parce que en fait, le fait d'avoir cette perte de sens, je me suis senti... En fait, c'était une sortie de la prison. Tout simplement. Et ça m'a poussé à aller chercher au plus profond de moi. Il y a un masque que tu peux utiliser, qui est le masque qui ressemble le plus à ton âme, mais ce n'est pas ton âme. Et c'est comme ça que j'en suis arrivé à dire aujourd'hui que le seul plan que j'ai dans ma vie, c'est de suivre le plan de mon âme. Je n'ai plus cette quête, ce besoin de prouver à moi-même ou de récupérer des choses qui... Parce que s'il y a des gens dans votre lignée qui ont été dépossédés, vous allez courir après l'argent. Parce que vous allez avoir la sensation de manque. La blessure de manque, elle n'est pas chez vous. Elle est dans la lignée en fait. Parce que vous ressentez toute la dépossession qui a été faite aux hommes de votre famille ou aux femmes de votre famille. Vous sentez tout ce manque à l'intérieur de vous. Et c'est tellement plus fort que vous êtes toujours dans une quête de quelque chose parce qu'il y a un vide interne que vous n'arrivez pas, en fait, tout simplement à remplir. Donc moi, tout ce que je peux faire, en tout cas aujourd'hui, je ne peux que utiliser la radiesthésie comme je le fais déjà pour faire de la lecture, comme je vous ai... Vous savez toujours que... Quand tu as des idées, oui, même le fait d'avoir des idées qui ne s'ancrent pas, il y a une raison à soi en fait. Il y a un besoin inconscient de réparer. Merci Machou, tu as vraiment tout résumé. Et ce besoin inconscient de réparer fait que tout ce que tu cherches à créer, tu n'es même pas en train de créer. Tu es en train de mentaliser les choses. C'est tout ce que tu fais. Tu déplaces l'énergie, tu ne crées rien. Et constamment, tu cherches. Tu cherches. Tu cherches. Comment on peut faire lorsqu'on ne connaît rien de son père? On n'a pas besoin. En fait, quand tu fais de la lecture d'âme, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que de la lecture d'âme, parce qu'il y en a beaucoup qui me découvrent maintenant, moi, j'ai toujours fait des scans énergétiques. Pour les gens qui ont déjà eu à faire des scans avec moi, n'hésitez pas, s'il vous plaît, à mettre un commentaire pour dire quel scan vous avez fait, est-ce que ça vous a appris. Comme ça permettra aux autres de savoir que c'est quelque chose de très pertinent et de très puissant. Chaque personne qui pratique la radiesthésie, en réalité, il rentre en contact avec le champ énergétique, le champ quantique où il y a toutes les informations du passé, du présent et du futur. Au final, ce que nous avons, c'est une âme qui est commune en fait. Avant que nous ayons notre âme individuelle, il y a une dimension qu'on appelle Akasha ou les champs akashiques, qui est la dimension dans laquelle est inscrit toutes les mémoires de l'humanité. Et donc du coup, quand quelqu'un arrive à se connecter à ce champ-là, il est capable, beaucoup d'ailleurs de voyants, toutes ces choses arrivent à le faire. Quand quelqu'un arrive à se connecter à ce champ, il est capable en fait tout simplement de remonter des informations et de savoir ce qui a été vécu. Par exemple, moi je peux savoir ce qui a été vécu dans la 7e génération. Dans mon cas de figure, puisque j'ai une capacité à être beaucoup plus au service du travail, du corps, de l'incarnation, parce que je suis très tourné vers l'incarnation par rapport à ma mission, je suis très dominé par le besoin en fait d'aller dans le passé et de comprendre l'histoire de la lignée, l'histoire personnelle qui a fait que la personne soit là. Donc au départ, pour moi, ça a commencé par les mémoires personnelles, ensuite le karmique, ensuite le transgénérationnel, et ensuite c'est comme ça que je suis rentré finalement dans la dimension aujourd'hui où on est dans le patrilinéaire et le matrilinéaire que je ne connaissais absolument pas il y a encore
2 semaines. Donc, la lecture d'âme, pour que vous puissiez comprendre ce qui diffère une lecture d'âme d'une voyance ou autre chose, en fait, la lecture d'âme, elle interroge le champ akashique. Il n'y a pas de... Elle interroge le champ akashique de chaque personne. Chacun d'entre nous, nous avons un champ d'énergie, un champ, une dimension où est... Attendez, excusez-moi, il y a quelqu'un qui... Je sais pas, cette personne, elle me saoule avec ses émoticônes qui ne servent à rien. Et en fait, on a tous notre dimension akashique qui est possible d'être lue. Donc quand vous rencontrez un médium ou vous rencontrez un guérisseur ou peu importe, c'est à ce champ qui est dans votre aura qu'il se connecte pour savoir exactement toutes les informations qui sont liées à vous. On peut déterminer à quel âge vous avez vécu le traumatisme. C'est tellement précis. On peut remonter à là où se trouve le nœud. Et moi, en fait, c'est quelque chose que j'aime faire pour comprendre. Pourquoi actuellement tu vis ça? C'est ça. Le but, c'est de l'alignement. Donc du coup, je l'ai fait pour moi. Et donc c'est ça en fait. Moi, j'utilise la radiesthésie. Il y en a qui le font par des dons et la clairvoyance. Moi, j'utilise la radiesthésie. Donc, il y en a que si vous faites des prières, peut-être qu'on va vous montrer. L'avantage de la radiesthésie, c'est que c'est simple, c'est clair, c'est net. Et en plus, dans mon cas de figure, dans mon exercice et mon art de la radiesthésie, en fait, moi, j'ai créé des outils qui me permettent de faire des analyses écrites. Donc, ça permet d'être beaucoup plus dans une dimension immersive et de ne pas rater certaines informations. Donc, c'est quoi la radiesthésie? C'est la lecture des énergies. Concrètement, c'est ça. Donc, c'est un scan qui est réalisé. À la base, les radiesthésistes, ils retrouvaient les sources d'énergie, l'eau, les endroits où il y avait de l'or et consorts. Ensuite, c'était utilisé comme un outil aussi de divination depuis les temps de l'Égypte antique. Et finalement, aujourd'hui, la radiesthésie, elle est principalement utilisée pour regarder si les gens l'utilisent plus dans le cadre de la géobiologie parce qu'ils n'ont pas forcément envie de mettre en avant le côté spirituel de la chose. Moi, dans mon cas de figure, je l'utilise pour faire de la lecture d'âme, tout simplement. La lecture d'âme à titre personnel, je consulte mon âme, ou la lecture d'âme, en fait, pour d'autres personnes. Donc, j'en ai fait plein des scans. J'ai passé... en vrai, je ne faisais que des scans jusqu'à maintenant. Après le e-commerce que j'ai eu, j'ai commencé à faire ça quand j'ai eu mon éveil spirituel. Ça m'a pris comme ça. Un matin, je me suis dit, j'aimerais bien tester le pendule. Et ensuite, c'est parti de là. C'était en octobre... non, pardon, c'était même pas en octobre, c'était en juillet 2023. Tu peux nous dire si les couleurs qu'on peut percevoir les yeux fermés ont une signification? Oui, ça a une signification, les couleurs. Et j'ai commencé ça comme ça. Ensuite, j'ai commencé à faire des scans. Au début, c'était des choses très, très friendly, en fait. Les pays où tu devrais vivre, les talents que tu as, les compétences que tu as. C'était très friendly. Les mémoires, il y avait le memory scan, les mémoires de ta lignée. Donc, c'était très comme ça. Et après, plus j'ai commencé à évoluer, plus les dimensions akashiques se sont ouvertes à moi. Et j'ai commencé à regarder, en fait, dans l'histoire. Genre, à analyser dans l'histoire ce qui se passe, toutes ces choses-là. Et puis, voilà, quoi. Tu es chrétienne? Non, je suis pas chrétienne. Je suis pas chrétienne. Je suis pas chrétienne, je suis pas religieuse, en fait. Moi, je suis vivante. Je suis vivante, tout simplement. Mais as-tu vu des choses en termes de mémoire d'esclavage? Oui. Déjà, ça, dans le transgénérationnel, je l'avais déjà vu. Et effectivement, l'esclavage, la colonisation et même les conditions dans lesquelles les gens vivent, le degré, l'environnement dans lequel les gens vivent et dans lequel les gens meurent laisse une trace très importante, en fait. Donc, du coup, ça influence votre ADN et ça laisse des informations qui viennent après vous conditionner à voir d'une certaine manière. Par exemple, il y a des gens qui ne voient pas les choses avec grandeur ou qui n'arrivent pas à s'ouvrir à autre chose. Un exemple je vais pas dire tout bête, mais un exemple que j'ai eu, je me suis rendu compte que le fait que je n'arrivais pas à lancer un commerce qui n'avait aucune raison éthique, dans le sens que il n'y avait pas une dimension d'aide ou de soutien de quoi que ce soit, ça venait de mes lignes en fait. Parce qu'il faut toujours être dans l'aide. Il y avait une condamnation à aider et à soutenir et à tenir tête pour les autres. Donc du coup, vendre des chaussures, c'était quelque chose qui ne m'aurait pas été... En fait, j'aurais pas vu la possibilité et la nécessité de le faire. Là, par exemple, dans ce cas de figure, ça paraît rien, mais tu peux rater des opportunités. Parce que peut-être que la chose qui va te donner ta subsistance sur cette terre
eh ben, elle ne te viendra pas de ce sur quoi tu portes ton attention. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que toi, tu peux être là en te disant, oui, c'est quand je vais faire ça que ça va marcher pour moi, alors qu'en fait, pas du tout. Mais le fait est que tu es programmé à te sacrifier pour pouvoir être valable aux yeux des autres. Alors du coup, merci à toi, Orcaz, meilleurs vœux à toi également. Et comme tu es dans cette dimension où tu es programmé à ça, bah ça fait que tu vas commencer, toi, naturellement, à concevoir ta vie de cette manière. À partir de cette programmation, ta perception, ta capacité à voir des opportunités, les choix que tu vas faire, les décisions que tu vas prendre seront conditionnés par rapport à ça. Donc oui, c'est très important de se rendre compte de ça et de se dire que ouais, il y a vraiment quelque chose à régler par rapport à ça. Donc, est-ce que tout le monde peut faire de la radiesthésie? Je pense que oui. À titre personnel, je pense que oui. Après, est-ce que tout le monde peut avoir les mêmes niveaux de réponse? Non. Il y a des gens qui ont vraiment cette capacité-là. C'est un don. Par exemple, il y a des gens qui travaillent, les radiesthésistes, très souvent, pardon, ils travaillent avec la police pour faire du profiling ou pour dresser des portraits, ou ils travaillent avec des entreprises. Oui, il y en a qui travaillent tout simplement auprès de certains gouvernements ou autre chose. Mais très souvent, les radiesthésistes, ils travaillent beaucoup dans les personnes, avec la police pour retrouver des personnes disparues. La plupart, en tout cas en France, qui utilisent la radiesthésie, c'est pour ça. Ceux qui sont connus, en tout cas. Et en fait, un radiesthésiste, il vous dira toujours, j'ai 99% de réponses justes, j'ai 95%, j'ai 70%. Donc, utiliser un pendule, tout le monde peut le faire. Vous voyez? Mais pratiquer la radiesthésie au point d'aller rentrer dans les dimensions akashiques, rentrer en contact avec l'âme, ou commencer à lire en fait ce qui s'est passé, ou ce que l'âme par exemple veut vivre maintenant. Il y a des clientes qui ont reçu des scans où je leur disais par exemple, oui, ton âme elle veut vivre ça dans les prochains mois, il faudra que tu fasses ça, ton âme elle veut vivre ça, notamment les dernières personnes qui ont fait le métanoïa et tout, et bah la radiesthésie elle te permet aussi de faire ça. Tu peux aussi capter en fait les lignes de temps qui sont devant toi, parce qu'on a des lignes de temps qui sont plus favorables. Donc du coup, on peut te dire, pour que tu actives ta ligne de temps la plus favorable, voilà ce que tu devrais mettre en place pour toi-même maintenant. Tu vois? Parce que ton âme, elle va aller dans telle direction. Il y a un truc que j'ai fait, je ne sais pas si ça peut vous intéresser, mais moi je l'ai fait pour moi, où j'ai fait une analyse de mon année. Parce que je trouve que les gens, ils ne savent pas faire de bilan. Je suis tombé sur un Américain et c'est comme ça que me viennent mes idées de scan. Même là, hein, s'il y a des personnes où vous voulez qu'on fasse de la radiesthésie, je peux vous montrer un peu comment ça se passe. Et je peux faire des lectures comme ça, parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait ça sur TikTok. Et donc, du coup, je peux faire ça et ça va vous permettre de mieux comprendre. Moi, tu m'avais dit de m'entraîner avec le pendule, à chaque fois, j'avais de la visite la nuit. Et, ma chère, t'as des demandes en attente? Ah bon? C'est qui ça? L'âme, elle a son plan d'incarnation. Et quand j'ai fait l'analyse de mon année 2025, parce que j'ai écouté un Américain qui disait, vous passez votre temps à regarder ce qui ne va pas. Est-ce qu'il ne faut pas aussi regarder ce qui va? Et c'est là que je me suis dit, mais est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on arrête de faire des bilans en partant sur la déception? Vous voyez? Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on essaye de découvrir qu'est-ce que l'année était censée apporter et transmuter les leçons de cette année pour mieux préparer l'année qui suit? Et bah dans mon cas de figure, l'année 2025, quand j'ai fait l'analyse avec la radiesthésie, ça disait tout simplement que j'ai fixé, en fait, je me suis fixé plein d'objectifs financiers qui n'ont pas été atteints et que ce n'était pas une année, mais c'est très important de se rendre compte de ça, que ce n'était pas une année où je devais être dans l'accomplissement financier. Ce n'était pas une année où je devais être dans l'accomplissement ou l'expansion, mais c'était plutôt une année qui devait me servir de retour à moi-même et qui devait me servir de restructurer en fait mon intérieur. Et justement, je comprends mieux pourquoi chaque expansion que j'ai eue s'est soldée aussi avec un conflit interne, parce que moi j'étais en guerre d'esprit en mode ceci, et en fait j'ai demandé quels étaient les domaines qui étaient les plus dominants cette année, et c'était le domaine de l'argent et de la relation à moi-même et aux autres. Et dans le domaine de l'argent, on disait qu'il fallait que je revoie certains principes au niveau de l'argent et que je devais en fait vivre certains échecs pour mieux comprendre les dynamiques que je n'arrivais pas à comprendre au sujet de l'argent. Et que je ne devais pas en fait, que ce moment de flou
que j'ai vécu était un moment de flou qui était nécessaire pour aller en profondeur jusqu'à ce que je puisse trouver des réponses que je n'aurais jamais questionnées si je n'avais pas vécu ça. Je vous assure que parce qu'il n'y a rien, vous le savez déjà pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, il n'y a rien que je ne sors si je ne l'ai pas testé moi-même et si je ne l'ai pas fait sur moi. En fait, je ne fais que ça, je travaille sur moi. Et en fait, c'est vrai que je ressentais de la frustration parce que j'avais dit, ouais, à la fin d'année, je finirai avec tant, j'aurais fait ça, je vais accomplir ça, j'aurais réglé ça. En fait, et depuis mon retour en Chine, au mois de septembre, tout a commencé à devenir bancal, en fait. Tant sur le plan financier, comme si je me préparais à une chute. Et je n'avais pas prévu ça parce que je m'étais donné des objectifs clairs et j'avais par exemple dit qu'avant de rentrer en 2026, j'allais solder complètement toutes les dettes que j'avais. En fait, j'étais déjà dans mon état d'esprit de ça, c'est réglé et tout. Et le fait d'avoir fait ce bilan, je me suis dit, toute l'année, j'ai mis des objectifs qui n'avaient rien à voir avec ce que mon âme s'apprêtait à vivre. Et je le disais sans le comprendre au mois de décembre, début décembre, quand j'ai pas suivi la trajectoire que mon âme voulait et j'étais en conflit avec une version de moi qui voulait aller à la gauche et une version de moi qui voulait aller à la droite. Et bah quand je l'ai lu, je me suis dit c'est vraiment ce qui s'est passé. Là, j'en ai la confirmation. Parce que l'objectif de mon âme cette année n'était pas l'expansion. Mon âme prévoit l'expansion pour 2026. L'objectif de mon âme cette année était de retrouver de la stabilité et de fermer toutes les tuyauteries ouvertes chez moi. Et j'étais en guerre avec moi-même. Ça veut dire qu'il y a une part de moi qui était en quête d'argent, de succès, de ceci. Chaque réalisation matérielle me foutait après dans un état de fatigue et d'épuisement où je n'arrivais à plus rien faire. Et je me disais, mais je comprends rien du tout. Je monte, je descends. Je monte, je descends. Parce que je n'étais pas aligné. Et qu'il y avait des choses que je n'avais pas jusque-là, accédé et compris. Maintenant, quand j'ai commencé à contracter l'idée de métanoïa pour donner des directions vibratoires ou autres, ça arrivait en fin d'année. C'est là même où moi-même j'ai commencé à appliquer ça réellement pour moi. Donc quand ça arrivait en fin d'année, c'est comme ça que j'ai retrouvé mon alignement naturel et que j'ai compris que, bah, en fait, lâche prise, Mago. Genre, descends. Reviens sur terre, c'est bon, te presse pas, il n'y a rien qui ne se règle dans l'urgence, calme-toi. Mais vous vous rendez compte qu'il a fallu 1 an pour comprendre ça. Et donc du coup, faire ce bilan, ça m'a aidé à comprendre pourquoi certaines choses n'ont pas dû marcher. J'ai fait le bilan sur tous les domaines de ma vie. J'ai dit, qu'est-ce que mon âme, en fait, quel est le bilan de l'année 2025 au niveau de ma relation amoureuse, tout ça et tout. Ça disait, même chose, réalignement, restructuration. Réalignement, restructuration. En fait, cette année, l'année dernière, c'était une année de destruction pour moi. D'ailleurs, c'est le moment où j'ai tout perdu dans ma vie. Et cette année, c'était une année de rebâtissement, mais de fondation. Ce n'était pas une année pour l'expansion, c'était une année pour la structure et pour retrouver une discipline et surtout me retrouver moi-même en tant que personne et savoir qui je suis vraiment. J'aurais pu comprendre ça des mois plus tôt. Après, rien ne se fait par hasard. Mais pendant quand même près de 10 mois, j'étais en guerre avec mon âme. Mon âme allait au nord, moi j'allais au sud. Mon ego allait au sud. Et la cohérence, l'équilibre, la manifestation se produit naturellement quand l'âme rentre en contact avec l'ego et l'esprit. Quand il y a une cohérence entre l'âme, l'esprit et l'ego, tout va bien. Autrement dit, le corps, l'esprit et l'âme. Quand il y a une cohérence, en fait, vous n'avez même pas besoin de trop vous questionner sur votre lendemain parce que le lendemain prend soin réellement de lui-même. C'est réel, cette histoire. Le lendemain prend soin de lui-même. Donc, du coup, cette cohérence fait que naturellement, tout ce que vous décidez de faire ou de mettre en place vous vient d'un état d'alignement. Vos idées sont des idées de l'alignement. Vous n'avez pas des idées qui prennent vie dans votre esprit et qui ne s'ancrent pas. Toute cette année, j'ai eu plein d'idées qui n'arrivaient pas à se maintenir dans la matière. D'où les nombreux changements et consorts, parce que j'étais à contresens. Et c'est comme ça, en fait, parce que l'idée au départ que j'avais, c'était d'analyser l'année à venir. Mais en fait, j'ai compris que déjà, pour comprendre ce que tu dois faire dans l'année à venir, faudrait-il déjà comprendre ce que tu as fait dans l'année passée. Donc moi, je m'étais dit,
est-ce que ça peut être intéressant de proposer en fait des bilans annuels pour que les gens puissent au moins démarrer un bilan sur une vraie base? Et j'ai demandé qu'est-ce que j'ai acquis avec la radiesthésie, j'ai questionné sur le qu'est-ce que j'ai acquis, quelles sont les leçons que je devais être acquérir, et c'est trop bien parce que tu peux tout questionner. De quoi est-ce que je suis le plus fier profondément et inconsciemment? Et franchement, ça nettoie le mental en fait. Parce que votre mental, parfois, il vous assombrit, vous arrivez même pas à vous rendre compte de tout ce que vous avez pu faire. Et en fait, je me suis dit, bah ouais, en fait, je suis vraiment chaude, j'ai réglé ça, j'ai réglé le transgénérationnel, j'ai réglé ceci, j'ai réglé cela. Les bases sont bonnes. C'est bon. On commence l'année dans les meilleures conditions là en fait. Donc voilà. Attendez, je vais vous trouver ça. Je vais redemander à chat et vous expliquer. C'est ça en fait, AUFA. C'est beaucoup plus profond en fait. Ça parle de ton axe. Tu comprends? Voilà. La différence est subtile mais très importante. Elle change complètement la façon dont on lit, on comprend et surtout on libère ce qui se transmet. La mémoire transgénérationnelle, c'est l'ensemble des mémoires qui circulent dans tout l'arbre familial. Ok? Hommes et femmes confondus. Elles peuvent venir du côté maternel et paternel et parfois très loin dans le temps. On y retrouve des traumatismes non résolus, des secrets, des loyautés invisibles et des répétitions de scénarios. Ces mémoires se manifestent souvent sous forme de répétitions inconscientes. On rejoue une histoire qui n'est pas la nôtre à l'origine. La clé ici est la prise de conscience et la remise de chacun à sa juste place dans l'arbre, ok? La mémoire matrilinéaire, elle est beaucoup plus ciblée et plus profonde sur le plan du corps et de l'identité. Elle concerne exclusivement la lignée des mères, mère, grand-mère maternelle, arrière-grand-mère, etc. Donc de mère en fille. Elle se transmet par le corps, donc ça touche à vos cellules. Elle se transmet par l'utérus, elle se transmet par le sang, elle se transmet par le système émotionnel et la relation au féminin. Donc du coup, on y trouve les mémoires liées à la maternité, au couple, à la sexualité, à la place de la femme, au sacrifice, au silence, à la survie, mais aussi aux dons intuitifs et spirituels. C'est une mémoire très active chez les femmes qui accompagnent, guérissent, transmettent ou portent une forte sensibilité énergétique. La différence essentielle est dans l'axe de lecture et de transformation. Le transgénérationnel agit comme une toile familiale globale, on libère en comprenant les liens et les répétitions. Le matrilinéaire agit comme une mémoire incarnée, on libère en passant par le corps l'émotion, la réparation du féminin et la réconciliation avec sa lignée de femme. Maintenant, je vais demander quel est l'impact du matrilinéaire sur une femme, quel est l'impact du patrilinéaire sur une femme, et quel est l'impact du matrilinéaire sur un homme et l'impact du patrilinéaire sur un homme, du patrilinéaire sur un homme. Comme ça va permettre. Parce que si je vous dis que j'ai fait trop de recherches dessus, ça serait vous mentir. Je vous dis, ça m'a surprise. Et moi-même, j'ai travaillé sur moi et j'ai vu que ça avait... Attendez. Quel est l'impact du matrilinéaire sur la femme? Quel est l'impact du patrilinéaire sur la femme? Et ensuite, j'aimerais savoir quel est l'impact du matrilinéaire sur l'homme et l'impact du du patrilinéaire sur l'homme. C'est très intéressant d'observer ça. Donc là, on va voir. De toute façon, il y a quelqu'un qui nous a donné un livre. Moi, je vais vraiment me prendre la tête dessus et vraiment étudier cette histoire. L'impact du matrilinéaire sur la femme. Chez la femme, le matrilinéaire agit comme une mémoire de fond. Il influence directement son rapport au corps, à la maternité, à la sécurité affective ainsi qu'à sa valeur personnelle. Donc vous voyez que les problèmes d'estime de soi peuvent remonter à très loin. Quand la mémoire est chargée, on observe des tendances au sacrifice ou à l'effacement, une difficulté à recevoir, des peurs inconscientes liées à la grossesse ou couple ou à l'abandon, le poids émotionnel physique sans raison apparente ou l'absence justement de poids, une loyauté invisible aux femmes qui ont souffert avant, et quand elle est apaisée, la femme se sent légitime d'exister pour elle-même, le corps se détend, la féminité s'incarne sans aucun effort, la maternité devient fluide et l'intuition et la créativité s'ouvrent naturellement. La relation aux autres femmes se pacifie naturellement aussi. Donc c'est une mémoire qui est très corporelle, très émotionnelle et qui est souvent silencieuse. L'impact du patrilinéaire, c'est que chez la femme, le patrilinéaire agit surtout sur sa structure
intérieur, le rapport à l'autorité, la sécurité matérielle et la reconnaissance au monde extérieur. Donc, il y a des femmes qui sont invisibles justement à cause du patrilinéaire. Donc, du coup, quand cette mémoire est blessée, il y a une difficulté à faire confiance aux hommes, une peur de l'abandon ou de la domination, un besoin excessif de contrôle ou à l'inverse de soumission, une difficulté à poser des limites et un conflit entre indépendance et besoin d'être soutenue. Quand elle est équilibrée, la femme se sent soutenue dans sa verticalité, elle ose prendre sa place dans le monde, elle attire des relations plus stables ainsi que plus justes, elle peut réussir sans se durcir et elle se sent en sécurité sans se fermer. L'impact du matrilinéaire sur l'homme, le matrilinéaire sur l'homme agit sur sa capacité à ressentir et à recevoir. C'est la mémoire du lien, de la sécurité émotionnelle et du rapport aux soins et à l'intimité. Quand cette mémoire est lourde, il y a une peur de la part de l'homme de la dépendance affective. Donc, il fait tout pour ne pas se donner dans la relation. Il a une difficulté à exprimer les émotions, une culpabilité à recevoir du soutien, une attraction vers des relations qui sont fusionnelles ou alors qui sont impossibles. Une difficulté de son côté à honorer le féminin chez l'autre ou en soi. Quand cette dimension est apaisée, l'homme peut aimer sans se perdre, il accueille ses émotions sans honte, il respecte profondément le féminin, il développe une intuition fine et il devient un pilier émotionnel stable. L'impact du patrilinéaire sur l'homme, chez l'homme, cet axe est pour lui l'axe de son identité, de sa direction et de la puissance juste. Il touche au rapport à l'action, à la réussite, à la loi intérieure. Donc le patrilinéaire pour l'homme, je vous rappelle que c'est comme pour nous le matrilinéaire, c'est tout ce qui se transmet de père en fils. Quand cette mémoire est blessée, il y a un sentiment de ne jamais être à la hauteur, une colère contenue ou une agressivité, une fuite des responsabilités ou un surinvestissement, une difficulté à incarner l'autorité sans aucune violence, une peur de l'échec ou une peur de la réussite. Quand elle est réconciliée, l'homme sait qui il agit avec clarté et calme, il protège sans contrôler, il construit sur le long terme et il devient un repère pour les autres. Donc, le patrilinéaire travaille le lien, le corps, l'émotion, la sécurité affective. Le patrilinéaire travaille la structure, l'identité et la place dans le monde. Chez la femme, le féminin transmet d'abord par le matrilinéaire la stabilité. Le féminin transmet d'abord par le matrilinéaire la stabilité par le patrilinéaire. Chez l'homme, la stabilité émotionnelle vient du matrilinéaire et la direction de vie du patrilinéaire. Donc, vous avez compris que la direction des femmes dans votre lignée féminine pour vous les femmes influencera directement vos décisions et votre axe d'incarnation, tandis que pour les hommes, c'est les décisions des hommes et consorts. Mais l'un n'est pas moins valable que l'autre, parce que d'une manière ou d'une autre, l'un structure une dimension que l'autre ne structure pas. Et le plus important, quand on parle de rétablir la polarité masculin-féminin à l'intérieur de nous, ça passe par la réconciliation des dimensions transgénérationnelles et naturellement par la racine même qui est de rétablir en fait les deux axes. Donc, quand ces deux axes sont alignés, femme ou homme devient entier, ni coupé de son cœur, ni coupé de sa force. Donc, l'avantage que les hommes ont comparé aux femmes, c'est que même si le mec il n'a pas compris toutes ces choses-là, quand il rentre dans le vagin d'une femme, il y trouve de la guérison. Donc, un homme qui rencontre une femme qui est entière, même s'il n'a pas connaissance de toutes ces émotions-là, elle va amener la guérison qui lui est manquante. Par contre, vous les femmes, à contrario, si vous ne faites pas ce travail-là, personne ne le fera pour vous parce que c'est vous qui faites office d'ancrage dans la matière. Donc, voilà. Voilà. Il y a plusieurs personnes qui ont demandé à monter, mais la vérité, c'est que ça m'a déjà fatigué. Donc, une prochaine fois, dans tous les cas, je vais refaire d'autres lives. I'm so sorry. Ok? Donc, passez une bonne soirée et j'espère que ce live vous aura fait du bien. Et puis, prenez soin de vous et je vous dis soit samedi, soit la semaine prochaine.